Bonjour, alors aujourd'hui, retour tout d'abord sur ce que vous avez fait en TP, les activités du TP7. Donc vous avez observé des molécules grâce au logiciel Rastop. On peut les colorer de manière différente comme on le voit sur ces images. Et le but était de comprendre les différentes catégories de molécules organiques avec ici les molécules glucidiques, ici les molécules protéiques, ici les molécules de graisse et enfin les acides nucléiques. Donc vous aviez un tableau à construire avec ces molécules, donc le type de molécules organiques, glucides, protides, lipides, acides nucléiques, les exemples de polymères, c'est-à-dire de grosses molécules, le saccharose, le glycogène représenté ici, ou l'amidon. Exemple de protides, les anticorps, l'insuline, j'ai ici placé un anticorps, et les exemples de lipides, triglycérides, phospholipides, cholestérol par exemple, cholestérol représenté ici, et enfin les acides nucléiques, ADN et ARN, ici la molécule d'ADN que nous reprendrons par la suite. Les éléments de base de ces différentes molécules sont pour les glucides le glucose, pour les protides les acides aminés, un exemple ici d'acide aminé, la cystéine, il en existe 20 sortes différentes d'acides aminés, les acides gras avec l'exemple de l'acide linoléique, et enfin les nucléotides, retenez bien ce terme qui nous servira par la suite, qui sont les éléments constitutifs de l'ADN, les briques élémentaires de l'ADN. Retrouve-t-on une telle unité au niveau de la structure des êtres vivants? C'est ce que vous allez ajouter dans votre cours aujourd'hui. Donc cette nouvelle question est le titre grand 2, unité structurale du vivant. Alors voici une cellule buccale que vous trouvez dans votre livre, page 40. Voici une cellule végétale délodée que vous trouvez dans votre livre, page 41. Je vais vous demander de recopier dans votre cours les schémas, non, les croquis correspondant à ces images. Dans votre livre, il est indiqué à tort schéma d'interprétation. Les documents qui vous sont fournis sont des croquis, c'est-à-dire que les tailles et les proportions des différents éléments sont respectées. Ce sont les attributs d'un croquis. Donc, quand on compare une cellule animale, donc une cellule humaine ici, comme exemple, et une cellule végétale, la cellule délodée pour cet exemple, on remarque que ces cellules possèdent des points communs, même si elles n'ont pas une même allure à première vue. Ces points communs sont tout d'abord une membrane plasmique qui délimite la cellule. On la voit moins bien dans une cellule végétale parce qu'elle est plaquée contre la paroi épaisse qui est plus claire ici. Donc, une membrane plasmique qui délimite l'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur de la cellule. L'intérieur de la cellule par rapport à l'extérieur et surtout ici aux cellules voisines. Un noyau que l'on voit bien ici sur la cellule buccale, que l'on voit un petit peu plus difficilement sur la photographie présentée ici de cellules végétales. Ce noyau est entouré d'une enveloppe nucléaire. C'est ce qui le délimite. À l'intérieur du noyau, il y a le matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN de la cellule, que ce soit pour une cellule animale ou pour une cellule végétale. Enfin, tout le reste est constitué d'un liquide que l'on appelle le cytoplasme, d'où le nom de membrane plasmique qui fait référence à ce cytoplasme qui l'entoure. Donc ce cytoplasme, on y voit quelques grains, quelques éléments plus allongés. Ici, le cytoplasme est un petit peu particulier puisqu'on y voit des structures arrondies que l'on nommera plus tard
et qui servent à la photosynthèse, d'où leur couleur verte, expliquant leur couleur. Donc ces organites peuvent être des mitochondries, des chloroplastes et d'autres éléments que l'on verra plus tard. On va se poser la question, est-ce que si on observe d'autres cellules, on retrouve ces éléments, ces mêmes éléments? Pour cela, on observe des cellules très différentes. Donc vous ajoutez à votre titre que l'unité structurale du vivant, c'est la cellule. Et on observe ici, à la page suivante de votre livre, donc page 42, une cellule de levure. Alors vous voyez que cette cellule est isolée, il n'y en a pas d'autres dans les environs. Cette cellule est tellement petite, elle fait moins de 7 micromètres, à peu près 5 micromètres de largeur et de hauteur. On doit l'observer au microscope électronique pour pouvoir en observer des détails, tout comme une bactérie qui est aussi une cellule extrêmement petite. Alors je n'ai pas repris l'échelle ici, mais on a une échelle de 0,13 micromètres, c'est-à-dire millième de millimètre. Donc la cellule tout entière, dans le sens de sa longueur, mesure à peu près 1 micromètre, donc 1 millième de millimètre. Donc des cellules beaucoup plus petites, c'est déjà un point, mais des cellules isolées. Les levures sont constituées d'une seule cellule. On dit que ce sont des unicellulaires. J'ai mis le mot en rouge parce que c'est un mot que vous devez définir dans votre carnet de vocabulaire. Malgré tout, on retrouve une membrane qui entoure la cellule. On la voit bien ici, composée de 2 épaisseurs, puisqu'on est au microscope électronique à fort grossissement. On retrouve un noyau entouré de son enveloppe nucléaire. Et dans le cytoplasme, on voit tout un tas d'éléments qu'on appelle des organites. Alors les mitochondries, ce sont ces structures avec des crêtes à l'intérieur. On en voit de très sombres, on en voit de plus clairs, on en voit ici de plus allongés. Les bactéries, elles, ne possèdent pas de noyau. On n'a pas de structure nucléaire à l'intérieur, donc pas d'enveloppe nucléaire. Du coup, le matériel génétique qui habituellement se trouve dans le cytoplasme est libre, se trouve habituellement, dans le noyau, se trouve libre dans le cytoplasme. On voit ici un bout du chromosome géant de cette bactérie, géant relativement à sa taille. Et donc, ce matériel génétique est libre dans le cytoplasme. Le cytoplasme ne contient pas de mitochondries, ne contient pas de vésicules comme ici. Il est sans organite. Alors ces bactéries qui ne possèdent pas de noyau, qui ont un matériel génétique libre dans le cytoplasme, sont appelées des prokaryotes, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de noyau, karyon veut dire noyau, par opposition à toutes les cellules que l'on a vues auparavant, dont les levures, qui sont qualifiées d'eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un vrai, E signifie vrai, karyo signifie noyau. N'hésitez pas à le noter dans votre cours, E pour vrai, karyo pour noyau. Ce qui nous amène au début de la notion 7, à savoir la cellule, c'est un espace limité par une membrane plasmique. C'est le point commun à toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eucaryotes comme les précédentes. Ces points communs vont nous amener à établir des liens de parenté. Ici, nous avons un arbre phylogénétique que j'ai pris dans votre livre, page 43, mais que j'ai modifié parce qu'il y avait une faute de présentation. Vous voyez qu'ici, le trait n'est pas très joli, parce que j'ai descendu cette lignée verte avec le rosier, puisque tous les individus que l'on place dans un arbre phylogénétique doivent arriver sur une même horizontale. Donc vous allez recopier dans votre cours cet arbre phylogénétique. Bien sûr, vous n'allez pas y mettre votre photo ou la photo d'un rosier, mais vous écrirez simplement homme, rosier, bactérie.
et vous y mettrez les différentes branches de cet arbre, les caractères nouveaux qu'on appelle aussi innovations génétiques, comme le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique, et les ancêtres communs en 1 et en 2. Alors, ces liens de parenté, plus il y a de ressemblances, plus deux êtres vivants sont proches. Alors, on va dire ici que l'homme est plus proche du rosier qu'il n'est proche de la bactérie, puisque l'homme et le rosier ont un ancêtre commun. Donc, ils possèdent un ancêtre commun. Ici aussi, il y a un ancêtre commun, mais cet ancêtre commun remonte plus loin dans le temps. Cet arbre phylogénétique, vous le titrez bien sûr dans votre cours, nous montre plusieurs choses. Donc l'homme est plus étroitement apparenté au rosier qu'à une bactérie, je viens de le préciser, car il partage l'innovation, présence d'un noyau. Il constitue donc le groupe des eucaryotes, avec également les levures et beaucoup d'autres êtres vivants, les lodés dont on a parlé tout à l'heure par exemple. Tous les êtres vivants partagent un même ancêtre commun qui devait posséder une cellule composée de cytoplasme et entourée par une membrane plasmique. Ce sont les innovations partagées par toutes les cellules des êtres vivants. Ce qui nous amène à la conclusion que l'unité structurale commune à tous les êtres vivants est un autre indice de leur parenté. Je vous rappelle que le premier indice était l'indice chimique. En classe, vous allez avoir 2 activités à faire. Vous allez devoir réaliser une préparation microscopique de cellules d'oignons rouges, dont vous trouvez le protocole page 54. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour être bien prêt en arrivant en TP. Vous allez ensuite observer au microscope cette préparation et enfin réaliser un croquis de votre observation. Deuxième activité sera d'aller rechercher les organites présents chez les différents êtres vivants. Merci de votre attention. À vendredi.